Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, je suis à Montréal, au Québec, Longueuil en fait. Hein. Oui, même pas Montréal, l'autre côté du fleuve. Mais on est à 5 minutes, hein. Vous avez vu? On traverse le pont et on y est. Le pont Jacques-Cartier. Oui, il est beau en plus, hein. Vous avez les pointes, c'est les tours Eiffel. Ouais. Vous regarderez. Oui, je pense que c'est copié sur la France. Alors, je suis ravie de vous rencontrer, passer ce moment avec vous, puisque j'ai, grâce à un contact avec Vivre Magazine, hein, qui vous avez fait la couverture de ce magazine, j'ai pu découvrir votre parcours, votre merveilleux parcours finalement, malgré les tribulations. Maintenant, vous êtes écrivain, vous avez reçu des grands prix littéraires. D'origine vietnamienne. À 10 ans, vous êtes parti comme ça sur ces gros bateaux. Petit bateau. Petit bateau. En fait, on est parti avec un bateau de 6 mètres par 12 mètres et on était 213 personnes, je crois, sur le bateau. Donc, c'était un tout petit bateau. En fait, je ne sais même pas si on peut appeler ça bateau, mais non, c'était un bateau de fortune, en fait. C'est un bateau de pêcheurs. Et puis, pour pouvoir mettre les 200 quelques personnes, ils ont mis un deuxième plancher en bois avec un petit trou au bout par lequel on descendait dans le ventre. Donc, moi, j'étais dans le ventre. Et quand on était dans le ventre du bateau, évidemment, il manquait d'air. Et puis, il n'y avait pas de place. Hein. On ne se déplaçait pas du tout pendant le voyage de 4 jours parce que on aurait fait tanguer le bateau. Et donc, ceux qui étaient en dessous, on enviait beaucoup ceux qui étaient sur le pont. Et c'est seulement au moment de débarquer du bateau 4 jours plus tard en Malaisie qu'on a vu qu'il n'y avait pas en fait de classe d'affaires ou sinon de première classe parce qu'en haut, vous étiez exposé au soleil pendant les 4 jours, donc ils étaient complètement brûlés. Donc c'était soit dans la pénombre ou sinon c'était au soleil. C'était un ou l'autre. Je pense qu'il n'y avait pas de première classe. Ce qui est fou avec vous, c'est qu'on sent cette gratitude, cette joie de vivre, une personne qui a expérimenté des choses difficiles, mais qui finalement se retrouve dans cette gratitude. Ben oui, non, mais vous savez, c'est une chance, parce que quand on est parti, on ne pensait pas qu'on avait la chance de survivre de ce voyage-là, parce que la plupart des bateaux coulaient. Et donc, il y avait une petite étincelle d'espoir, et nous, on est arrivés. On a eu la chance d'arriver, selon les dires. Hein. Il n'y a pas de statistiques, il n'y a pas d'archives, mais apparemment, des 10 bateaux qui sont partis, il n'y en a que 3. Des 10 bateaux qui sont partis ce soir-là, en même temps que nous, il n'y en a que 3 qui sont arrivés. Donc, on était parmi les très chanceux. Et donc... Et aussi, moi, personnellement, alors ça, on parle en général, mais en particulier, je suis née très faible, avec toutes sortes d'allergies. Je ne pouvais pas manger des œufs, des poissons, des fruits de mer, du lait, même le froid et le vent, et le froid au Vietnam, hein, c'est-à-dire 30 degrés, j'enflais. Donc, j'étais un enfant vraiment très faible, ou sinon qui n'était pas supposé de vivre, je crois. Et là, tout à coup, après les 4 jours en mer, on arrive en Malaisie. Le premier repas qu'on a reçu de la Croix-Rouge, c'était, en Malaisie, c'était le croissant rouge, c'était des sardines en boîte avec du riz. Et je ne sais pas pourquoi, mais on l'a reçu au milieu de la nuit. Il n'y avait pas d'électricité, donc on ne voyait pas ce qu'on mangeait. Donc, j'ai mangé comme tout le monde. On avait faim, donc on sautait. Et il n'y en avait pas assez de toute façon, donc chacun une petite portion. Et j'ai jamais eu de réaction, ni sur le moment, et ça fait 35 ans, et j'ai toujours pas eu de réaction maintenant allergique contre toutes les allergies en fait. Maintenant, je peux manger des œufs, des fruits de mer, le vent et le froid. Au Canada, hein, je pourrais pas survivre au Canada si j'étais encore allergique au froid. Et donc, j'ai l'impression d'avoir eu la chance d'une deuxième vie. Et dans ce cas-là, tout devient extraordinaire et fabuleux. Comme l'image que je vous donnerais, ce serait, pour moi, ce rose n'est plus juste rose. Il est rose vibrant. Et puis le vert, il est vert électrique. Mais il n'y a plus de couleur pastel, quoi. Ce blanc en arrivant au Québec vous a marqué, hein, de voir cette pureté.
Ben oui, parce que il faut peut-être retourner un petit peu dans le temps. Le Vietnam était en guerre pendant très très longtemps et après il était en transition. On était avec le pays gouverné par le communisme pendant 3 ans et donc un pays en chaos. Hein. C'est toujours comme ça. Après un changement de régime politique, c'est toujours très difficile. Et nous, on faisait partie en plus du côté des perdants. Donc, on traversait des périodes oui, assez dures. Et après, on a passé quand même 4 mois dans un camp de réfugiés, dont les couleurs, encore une fois, c'était la couleur de la poussière et de la saleté. Et on arrive ici, comme sur une autre planète. C'était complètement blanc. C'était le 27 mars, à l'ancien aéroport Mirabel, où c'était dans un champ. Et alors, il y avait de la neige, mais partout, 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 c'était entouré de neige. Et quand on n'a jamais vu ce blanc, c'était, je sais pas, c'était purifiant. Moi, je vous dirais, c'est comme si on sortait du ventre d'une mère, qu'on a toujours été oui, dans quelque chose de plutôt obscur. Et puis, on sort comme ça. Ah, et c'était l'éclat. Et aussi, les gens, hein, la façon que les gens nous ont reçus au milieu de tout ça. On a débarqué de notre autobus. On est arrivé dans une plus petite ville, à 1h30 de Montréal, qui s'appelle Granby. Et j'aime tellement raconter cette histoire parce que je veux leur rendre hommage. Et c'est tellement triste parce que je ne me souviens pas de leur nom ni de leur visage pour pouvoir les retrouver. Mais ils étaient nombreux à nous recevoir. Et quand on est descendu, on était très sale parce qu'on arrivait du camp, très endommagé, infecté, avec des infections partout, de piqûres, de toutes sortes de choses. Et donc, on était, en somme, dégueulasses. Et donc, on ne se touchait même pas, nous, entre nous. Alors que eux, tout de suite, physiquement, ils nous ont pris dans leurs bras, sans hésitation, hein, sans même une petite seconde de dire « Ah, est-ce que… » Non, ils nous ont pris comme si on était des petits trésors qui arrivaient du ciel. Et puis, le regard. Et j'aime raconter cette histoire, pourquoi? Parce que chaque fois que je la raconte, je me revois dans le regard. Et je n'avais jamais été aussi belle que cette journée-là. Et je ne suis jamais redevenue aussi belle qu'à ce moment-là. Et parce qu'il y avait tout cet amour, hein, toute cette affection pure, hein, d'une générosité. Et quand vous avez vécu dans un pays communiste où il fallait toujours se méfier du voisin ou des gens autour, parce qu'on était obligé de dénoncer. Pas qu'on voulait le faire, mais comme moi, j'étais obligée chaque semaine dans ma classe de me lever et dénoncer mes parents pour un geste anti-révolutionnaire. Hein. Et puis un geste anti-révolutionnaire, c'était quoi? C'était écouter de la musique, c'était de lire un livre. Et donc, on a été élevés dans la méfiance tout le temps. Et on avait en plus 10 soldats qui habitaient dans la maison avec nous, qui nous surveillaient, qui nous inspectaient tout le temps. Donc, vous voyez un peu... Non, il n'y avait plus... en tout cas, je n'avais pas vu cette pureté-là dans ma vie, cette générosité-là, ou cette confiance-là. Et cette première fois qu'on est arrivé, de ressentir... C'est très... Je vous en parle et j'ai encore les frissons, parce que oui, c'est très déstabilisant et en même temps enveloppant. Et puis, c'est un moment d'amour. Je suis tombée amoureuse, vraiment. Et c'est fou de se sentir plus à la maison chez soi, dans un autre pays dans lequel on n'est pas né que là, parce que finalement, il y avait ce contact et d'un seul coup, vous êtes sentie humaine avec toute votre famille et accueillie. Et les Québécois ont ça. Hein. Oui. Ils ont quelque chose oui, comme je vous dis, il y a une générosité pure. On n'a pas l'impression qu'il y a une arrière-pensée où ils font ça pour être, je sais pas, pour bien faire ou bien paraître. Non, ça venait directement de l'intérieur, quelque part, ici. Et on a trouvé un deuxième pays. En fait, une deuxième vie. C'était pas un deuxième pays, mais je vous dirais, on nous a offert une deuxième vie. Et ce regard-là est tellement important parce qu'il a transformé complètement, ou sinon, il a formé la citoyenne que je suis devenue. Et donc, vous savez, au Québec, on est obligé, quand on est immigrant, on est obligé d'apprendre le français. Il y a la loi 101 qu'on appelle. Et il y a beaucoup de gens qui contestent, qui protestent et tout ça, qui sont obligés d'apprendre le français. Mais moi, je vous dirais, je n'ai pas appris le français par obligation, par cette loi. J'ai appris
cette langue-là parce que je suis tombée amoureuse des gens qui nous ont accueillis et c'était des francophones. Et quand on tombe amoureux, ben on veut embrasser l'autre, on veut embrasser sa culture, on veut connaître l'autre. Donc, je voulais apprendre le français le plus rapidement possible pour pouvoir comprendre tout ce qui se passait, pour pouvoir leur redonner un peu de cette affection-là. Alors, c'était tout naturel, quoi. Ça passe par une langue, hein, quand même, de vraiment comprendre le pays, non? Oui, ben oui, je crois que tant... C'est des fois des problèmes dans certains pays où les gens n'apprennent pas la langue même. Je pense aux États-Unis, hein, des fois il y a des coins comme ça où les gens n'apprennent même pas l'anglais. Et c'est vrai qu'on a du mal à s'intégrer quand même. Tout à fait, on continue à vivre dans la marge de la société, ou sinon on se limite à juste une portion d'un pays, alors que si on apprenait la langue, et on peut toujours garder ou maintenir notre langue d'origine. Et dans ce cas-là, on devient enrichi de deux langues, de deux cultures. Et je crois que sans la langue, oui, c'est très difficile de rentrer dans une culture. Et je vous dirais même, pour rentrer dans une culture, il faut même dormir chez l'autre et puis prendre le petit déjeuner. Tant qu'on n'a pas pris le petit déjeuner avec l'autre, je crois qu'on n'a pas, on ne rentre pas dans la vie de l'autre ou sinon dans l'autre culture. Et donc, oui, pour moi, le test, c'est le petit déjeuner. Alors, quand je voyage maintenant, mes éditeurs me demandent toujours qu'est-ce que tu veux manger, où tu veux manger. Je dis, mon plus beau cadeau, ça serait de manger à la maison, chez eux. Soit ils cuisinent, soit je cuisine, il n'y a aucun souci, mais que j'ai cet accès. Une fois que je suis à l'intérieur de la maison de quelqu'un, je ne sais pas, j'ai l'impression d'avoir connu le pays, d'avoir touché quelque chose. Vous avez fait plein de métiers avant d'écrire ces livres et maintenant vous consacrez votre vie à l'écriture, mais comment ce déclic-là s'est passé? Parce qu'il y a plein de personnes qui rêvent d'écrire un livre. Rue, c'est ça, le premier a été... traduit dans tellement de langues également, tellement bien reçu, a reçu plein de grands prix. Comment ça s'est révélé? Ça s'est révélé parce que je suis pas bonne dans tout ce que j'ai fait, en fait. Je pense que j'ai toujours aimé les mots. Et oui, j'ai été élevée en fait dans une famille qui écrit, qui lit énormément. Donc j'ai été entourée de ça au Vietnam, ce qui est un privilège parce que dans un pays qui est plus pauvre, on n'a pas nécessairement accès aux livres. Et Danny Laferrière, que vous connaissez peut-être, il vient de Haïti, d'origine haïtienne, et il disait justement, on ne se pose pas la question quel est notre auteur préféré ou quel genre de livre qu'on aime. On était heureux tout simplement d'avoir les mains sur un livre. Et c'était la même chose pour le Vietnam. Donc, j'ai eu la chance d'avoir eu beaucoup de livres. Mais aussi, quand les communistes sont arrivés, ça, c'était pas une chance. Ça, c'était un malheur de posséder des livres parce que là, vous étiez devenu anti-révolutionnaire de posséder des livres frivoles, quoi. Des livres d'amour étaient considérés anti-révolutionnaires quand même, hein, des romans. Et donc, j'ai toujours été exposée à ça, mais quand on est arrivé ici, en tant qu'immigrant, ben, ce n'était plus un choix, en fait. On n'avait même pas de livres à la maison parce que ça devenait un objet de luxe, un objet privilégié. Et donc, on n'a pas acheté de livres pendant les premières années. Les 15 $ qu'on a dépensés pour acheter le premier livre, on savait que ces 15 $ pouvait nourrir notre famille au Vietnam pendant un mois. Et donc, ce n'était pas possible, en fait, moralement, de dépenser pour acheter un livre. Et donc, le premier livre qu'on a acheté, quand même, avec beaucoup de culpabilité, c'était L'amant de Marguerite Duras. Et donc, Pourquoi ce livre? Parce que mon oncle, qui a 7 ans de plus que moi, vivait avec nous. Il allait à l'université à ce moment-là. Il a entendu une critique à la radio de Suzanne Lévesque. Elle était tellement enflammée, enthousiaste. Et puis, ça parlait du Vietnam. Et donc, il dit, il faut qu'on y aille, il faut qu'on l'achète. Et je vous dirais, c'était plus qu'un livre. De un, parce que c'était notre premier livre. Donc, je l'ai lu avec mon oncle.
phrase par phrase, pour qu'il m'explique pourquoi c'était un grand livre. Et après, je fais la dictée du début à la fin du livre pour qu'on ne gaspille pas, avec les analyses grammaticales, logiques, syntaxiques et tout. Et après, pour ma mère, la meilleure façon pour apprendre une langue, c'était d'apprendre des textes par cœur. Parce que là, on entend la mélodie, on entend le rythme, la musicalité de la langue. Et donc, j'ai appris aussi l'allemand par cœur, de la première page à la dernière page. Donc, on n'a pas gaspillé, même pas une virgule. Ça a été consommé. Et c'était mon premier moment de littérature, de façon consciente en tout cas. Mais ce n'était pas un choix possible d'aller en littérature française. Je ne savais pas ce que je pouvais faire après, de devenir journaliste ou professeur ou philosophe. Pour moi, c'était inaccessible pour un immigrant. Et donc, du coup, mes parents voulaient que j'aille en sciences. Et on a quitté le Vietnam pour que les enfants aient accès à l'éducation et avoir une vie stable. Donc, pour eux, oui, voilà. Pourquoi la médecine ou médecine dentaire ou pharmacie? Parce que ça nous donnait une vie stable. Et donc, j'ai fait les sciences, mais après, je me suis rebellée un peu. À l'université, j'ai choisi traduction, parce que ça donnait traductrice. Mais je ne maîtrisais aucune des deux langues, donc j'ai eu 0. Même avant la fin de la session, le prof m'a convoqué, il a dit, bon voilà, pour la première fois de sa carrière, il m'a donné 0 à 2 blocs, la maîtrise de la langue et la participation en classe. Mais je suis restée parce que j'avais la tête de mule. Je ne voulais pas dire à ma mère qu'elle avait raison, que je ne devais pas aller en langue. Donc, je suis restée. Et je ne sais pas trop comment, mais j'ai réussi ce diplôme. Je l'ai obtenu en sachant très bien que je ne pouvais pas travailler comme traductrice du tout parce que je ne maîtrisais pas. J'avais peut-être les notes pour passer, mais pas l'habileté. Mais j'ai eu la chance d'être recrutée par une compagnie américaine, de travailler comme interprète. Donc, j'ai travaillé comme interprète au téléphone en même temps que je faisais mon droit. Donc, je suis allée en droit parce que mes notes étaient trop mauvaises pour aller en sciences. Donc, je voulais aller en droit pour refaire mes notes et retourner en sciences après. Et puis là, en droit, par pure chance, j'ai été recrutée par une des 3 plus grosses firmes canadiennes. Non, je ne pouvais pas dire non, parce que juste le premier chèque, vous voyez, le salaire était tellement élevé que je me souviens, je regardais ça et je dis, mais il doit y avoir une erreur. Donc, j'ai ouvert un compte bancaire séparé pour mettre ce chèque dedans et les prochains aussi. Le premier, les 10 premiers chèques dans ce compte parce que j'étais certaine que quelqu'un allait réclamer le montant parce qu'il y a eu une erreur. Et voilà, et une chose après l'autre, je suis restée en droit pendant 5 ans. La restauration, alors, comment c'est apparu? C'est ça. Et j'ai eu mes 2 enfants et je pensais que j'ai arrêté pendant 2 ans et je pensais que plus personne allait m'engager comme avocate et tout ça. Donc, je me suis inventé un emploi. Je me suis créé un emploi et j'ai ouvert ce resto pendant 5 ans. Et j'étais très mauvaise parce que je ne suis pas une femme d'affaires et je ne savais pas cuisiner, donc ça allait très mal. Deux choses essentielles. C'est un peu comme la traduction. Il fallait maîtriser au moins le français et l'anglais. Et je ne maîtrisais aucune des 2 langues. Et la restauration, c'était la même chose. C'était au moins de savoir cuisiner et gérer un commerce. Et je ne savais même pas comment compter. Je ne pouvais même pas faire la caisse de $300. Ça n'arrivait jamais à 300. C'était toujours 298 ou 317. Mais j'avais beaucoup de difficultés. Et je ne savais pas comment cuisiner. Donc, il y avait un plat par jour. Vous venez, vous mangez ce que je savais faire cette journée-là. Et puis, c'est tout. Et puis, le lendemain, un autre plat que j'avais appris de ma mère la veille, et puis je le faisais. Mais oui, il y avait un plat. Et oui. Et voilà. L'écriture, alors? L'écriture, parce que je me suis endormie beaucoup au feu rouge. J'étais très fatiguée. J'avais les 2 enfants qui étaient très jeunes. Et quand j'ai ouvert le resto, quelques mois plus tard, j'ai eu le diagnostic de mon fils le plus jeune, qu'il était autiste, qu'il est autiste. Et du coup, il y avait beaucoup d'apprentissage de ma part pour pouvoir l'aider. Et lui, il avait beaucoup de chance. Il avait 20 heures de cours par semaine de tête-à-tête, en tête-à-tête avec un prof pour lui. Et donc, moi, je suivais les cours avec lui.
pas les 20 heures, parce que je n'avais pas le droit de faire quand même les 20 heures, parce que ça lui prenait quand même certaines heures seule avec lui. Mais quand je pouvais, quand j'étais autorisée, ben, je passais quand même des heures d'apprentissage en même temps que lui. Et du coup, il y avait la restauration, il y avait ça, il y avait lui qui ne dormait pas la nuit. Et donc, dès que vous me donniez 2 secondes, je ne parle même pas de 2 minutes, hein, 2 secondes de calme, bah, je m'endormais. Et c'est comme ça que l'écriture est née, parce que je m'endormais au feu rouge. Et la meilleure façon j'ai trouvé plein de trucs pour rester éveillée, mais le meilleur truc, c'était de prendre des notes. D'abord pour le restaurant, mais après, un jour, comme ça, avec un feu qui était un peu plus long, ben, j'ai commencé à écrire, et puis le livre est venu comme ça. Et j'ai fermé le resto un mois plus tard. Je m'en suis retournée au bureau, et mon mari m'a donné 1 mois de punition à la maison. Il disait, là, t'arrêtes de changer de carrière. Là, vraiment, c'est l'heure. Tu vas avoir 40 ans dans quelques mois. Assis-toi et réfléchis à ce que tu aimerais faire une fois que tu vas être grande. Hein, mais je ne grandis plus. Ça fait longtemps que je mesure vraiment 1,50 m, et puis que non, maintenant, peut-être encore moins. 1,49 m peut-être. Et donc, voilà. Et pendant ce mois-là, je n'ai pas cherché. J'ai juste rentré les notes que j'avais, les notes manuscrites, dans l'ordinateur. Et puis, chaque soir qu'il revenait à la maison, il disait, puis alors, qu'est-ce que tu as trouvé? Et j'ai dit, ébéniste. Et le lendemain, banquier. Et puis l'autre, infirmière. Enfin, j'ai trouvé 30 métiers à lui donner chaque soir, comme ça. Et c'était l'été, donc je ne suis pas retournée travailler tout de suite. Il dit, non, on va prendre des vacances. Donc, c'était 1 mois après l'autre. Et puis, le livre est né comme ça. Et puis, j'ai même pas envoyé de manuscrit. C'est un ami qui l'a apporté, 2 amis, en fait, qui ont apporté chez mon éditeur actuel. J'ai même pas léché de timbre, j'ai pas de mérite, j'ai pas... Des fois, est-ce que vous avez eu le sentiment que c'était déjà préécrit ou qu'il y avait quelque chose? Parce que ça s'est tellement passé avec facilité, ou ça devait se faire? Comment vous interprétez tout ça? En fait, ce livre-là, je vous dirais qu'il a été écrit pendant 25 ans, que ça a toujours tourné dans la tête, parce que j'ai toujours aimé les mots. Et si j'écris cette histoire-là, c'est parce que je pensais que j'avais 1 mois de punition, donc c'était pas très long. Donc j'ai choisi un sujet que je connaissais très bien. Et c'était pas un livre. Vous voyez, c'était juste écrire, juste jouer avec les mots, juste, Voilà. Faire plaisir. Se faire plaisir. C'était vraiment c'était comme un divertissement. Si jamais l'arrangement des fleurs, je pense que j'aurais arrangé des pots de fleurs tous les jours. Voilà, c'était sans ambition. Et encore aujourd'hui, j'écris parce que j'aime vraiment être avec les mots, mais je n'ai pas cette ambition d'être publié ou d'être lu, quoi. Évidemment, ça fait plaisir énormément, surtout quand on rencontre des lecteurs qui nous donnent une interprétation tellement plus large que ce que j'avais prévu au départ, que je dis, voilà la magie des mots. Moi, j'avais... c'était... Et je vous donne un exemple. J'ai cité un proverbe vietnamien qui dit que quand on n'a pas de cheveux, on n'a pas peur qu'on nous tire les cheveux. Bon. Et moi, je parlais de ça pour expliquer mon détachement envers les objets, les possessions, voilà. Et cette dame... elle est arrivée, elle a dit, elle était en chimiothérapie. C'était sa première séance de chimio. Elle est arrivée dans une salle avec 5 personnes. C'était complètement silencieux. Évidemment, tout le monde était plutôt triste. Et elle aussi, elle avait très peur de perdre ses cheveux. Elle est tombée sur cette page. Et je me souviens de cette page parce qu'elle a nommé la page 50. Et elle a lu le passage. Et elle dit, à partir de ce moment-là, elle a vu complètement différemment la perte de ses cheveux. Et elle a brisé le silence en lisant ce texte, ce petit paragraphe à tous. Et ils sont devenus un groupe de soutien, en fait. Oui, et donc elle est venue à un des salons du livre pour que je signe son livre, parce que ça faisait 1 an qu'elle était en rémission. Et puis elle est venue comme ça 2 ans de suite pour me dire que tout va bien et que cette phrase l'a beaucoup soutenue. Mais c'est fou, parce que je n'aurais jamais pouvoir imaginer l'interprétation possible
hein, de ce proverbe-là. Donc, c'est là la magie des mots, c'est là la magie des livres, des histoires. Et donc, c'est pas moi. Vous voyez, j'ai juste dit un mot-clé, presque, et les gens ont adopté ou sinon ont donné une quatrième dimension, une troisième et une quatrième dimension au livre. D'où vient cette inspiration alors, cette créativité, les mots parce qu'après, il y a le stress et il y a la pression du premier qui a réussi, et après, il faut en sortir d'autres, même pas, non, il n'y a pas eu ce côté... Non, parce que... Le dernier, c'est Man, c'est ça, Man? Oui, exactement, Man. Man, je l'ai écrit parce qu'il était là. Parce qu'un jour, comme ça, j'étais dans un aéroport entre deux avions, et puis il était là, et puis je l'ai noté. Et puis, c'était une page qui a conduit à une autre page, qui a emmené à une autre page. Et puis, oui, il y a des histoires qui nous habitent, qu'on a envie de raconter. Et oui, voilà, c'est parti l'histoire d'une tante, enfin, d'une histoire d'amour. Et puis, j'avais envie de raconter cette histoire-là parce qu'elle est avec moi depuis 40 ans, depuis que je suis née, que je connais cette histoire. Et donc, j'avais envie de parler de cet amour qui était offert avec une plaque d'identification de ce garçon soldat. Comment je dirais ça? J'essaie de faire l'histoire très, très courte, mais à ce moment-là, si vous aviez 18 ans et que vous n'avez pas été admis à l'université, vous alliez directement sur un champ de bataille. Et donc, ce garçon était amoureux de ma tante depuis un an. Et tout ce qu'il faisait, c'était de la suivre, hein, jusqu'à chez elle, et puis de la suivre jusqu'à l'école. Il n'avait pas le droit de lui parler, sinon il aurait souillé sa réputation de fille de bonne famille et tout ça. Et c'est seulement à la veille de son départ à la guerre, parce qu'il n'avait pas été admis à l'université, qu'il est arrivé, il a demandé à lui parler. Et il a arraché la deuxième plaque d'identification qui était autour de son cou pour lui remettre cette plaque, et elle a refusé. Parce qu'elle avait 16 ans, parce que c'était très, très gros, très lourd. Un soldat qui n'a qu'une seule plaque, c'est parce qu'il est mort. Parce que c'est un corps, c'est un cadavre. Normalement, la deuxième plaque, c'est ça. C'est quelqu'un qui le tire et qui rapporte à la base. Et donc, c'était énorme dans un contexte de guerre. Et donc, elle a regretté, pas regretté, mais elle se sent tellement cruelle d'avoir refusé. Donc, elle a raconté cette histoire pendant 40 ans. Et donc, je la connaissais et j'avais envie de raconter... et je me demandais si le poids de l'amour était le même quand on l'offre avec une boîte de chocolat qu'une plaque d'identification, vous voyez. Et j'essayais de voir, de découvrir, en fait, à travers l'écriture. Et oui, la réflexion a été faite et je crois que oui, ça a exactement le même poids. Man veut dire quoi en vietnamien? Ah, man veut dire assouvi. Quelqu'un qui n'a plus de désir, en fait. Mais pas qui n'a plus de désir dans le sens négatif, c'est-à-dire une dépression. Non, plutôt quelqu'un qui a été allégé de tous ses désirs. Et donc, il y a beaucoup de moines, de gens qui deviennent moines ou je ne sais pas comment on appelle ça, des moniales. Des nonnes, enfin des... Oui. Oui, des gens qui deviennent bouddhistes, des moines bouddhistes qui choisissent ce nom. Non, parce que quand ils deviennent moines, ils changent de nom et ils choisissent ce nom parce que justement, pour eux, ils sont assouvis, ils ne sont plus à la recherche de désir. Ouais. Il y a un état de plénitude, en fait. Ouais. Et ça rejoint votre état actuel, je suppose, quelque part? Oui, moi, je vous dirais que, je sais pas, je pense que je vis la vie de quelqu'un d'autre, hein. C'est pas la mienne, elle est trop grande, trop belle. J'ai rien fait pour mériter autant de chance et autant de beauté dans ma vie. Donc, si demain, on me la reprend, si on croit qu'il y a quelqu'un en haut qui nous donne à chacun un destin ou une vie, si on me reprend, c'est tout à fait juste et équitable, hein, parce que j'ai déjà abusé, là. Ou sinon, je me dis, il se trompe, hein, il donne une chance, et puis une autre, je me représente, et puis il me donne une autre chance. Il y a une erreur quelque part. Et il croit que c'était ma première fois, et il me redonne comme ça une chance après l'autre, et puis... et donc, je l'apprécie pendant qu'elle est là. En fait, non, pas que je l'apprécie, je dirais, je me sens en devoir d'être à la hauteur de cette vie qu'on me confie
et que je suis juste la gardienne. Et donc, c'est comme un enfant qu'on me confie et que je dois oui, garder en attendant que les parents reviennent et le reprennent. Et donc, il faut que je fasse le mieux que je peux, oui, de ne pas trop l'endommager, d'honorer, en fait, cette vie qui est là. Et puis, ben, je ne sais pas quand est-ce qu'on va me la reprendre, mais voilà, j'espère que je ne l'ai pas trop magané, comme on dit en québécois. Et on peut parler un petit mot de Armand, c'est ça? De Valmont? Valmont. Ah oui, mon petit Valmont, oui, il est... Comment on se sent face à ça et quels sont les... Parce que je sais que maintenant, il y a pas mal de choses que vous essayez de mettre en place aussi avec le gouvernement et c'est ça qui est la bonne nouvelle aussi au Québec. Hein? Oui, on travaille très fort. En fait, je pense que le Québec est très dynamique pour justement travailler, comment je vous dirais ça, pour s'adapter, s'ajuster à une réalité qui est toute nouvelle, qui est l'autisme. On a l'impression que c'est une épidémie. En ce moment, il y a un enfant sur 88 qui est autiste. Et puis, ça remonte à une vitesse folle. Et donc, je ne sais pas, on s'adapte, on apprend parce que c'est quelque chose de tout nouveau. Ça fait peut-être une quinzaine d'années qu'on commence à avoir des recherches de façon plus scientifique, probablement, sur le sujet. Et on ne comprend pas toujours la cause, la source. Donc, on ne peut pas vraiment le saisir. Et donc, oui, j'espère que dans les prochaines années, on va pouvoir accélérer le... Oh, désolé, on a le téléphone. C'est ça qui est magnifique avec là, parce que c'est des conditions du direct. Nous ne comprenons pas. Oui, c'est une maison, c'est là où vous habitez, il y a une vie. Je travaille ici, en fait. Voilà. Hein, je travaille... Les livres sont écrits d'ici. Ben oui. Donc, la vie est ici, c'est mon bureau. Non, il y a des téléphones. S'il n'y avait pas de téléphone, là, on s'inquiéterait quand même. Que si je travaille et puis qu'il n'y a rien qui se passe dans la maison. Donc, oui, donc tout se passe ici et beaucoup dans les aéroports, en fait. Le dernier livre a été écrit dans les aéroports. Non, mon fils autiste, sans lui, je ne pense pas que j'aurais pu écrire Rue ou les autres livres de la même manière parce que ses sens sont très aigus. Il est hypersensible, en fait. Et donc, il m'a obligée de me ralentir et vraiment ressentir. Parce que dans l'état de l'immigrant, on est toujours à la course. Je sais que je ne suis plus en retard, si vous voulez, par rapport aux autres, mais je suis arrivée à l'âge de 10 ans. J'ai l'impression d'avoir 10 ans de retard tout le temps, autant sur la maîtrise de la langue aujourd'hui que sur n'importe quoi. Donc, je suis toujours à la course. Et quand on court, on ne peut pas regarder en arrière. Jamais. Quand on court, si on regarde en arrière, on tombe. Et on regarde encore moins sur les côtés, à moins d'avoir un concurrent. Mais sinon, normalement, un immigrant, quand on court tout seul. On ne court pas contre une autre personne. On court parce qu'on a l'impression que l'eau nous arrive toujours au-dessus du nez. Et donc, je pense que si je n'avais pas ce fils autiste, je n'aurais jamais ralenti. J'aurais jamais regardé ce qui était à côté de moi. J'aurais jamais ressenti. J'aurais jamais compris les 5 sens, en fait. Donc, c'est grâce à lui qu'aujourd'hui, parce que vous savez, quand vous présentez un plat et qu'il refuse de manger, il faut vraiment analyser et dire est-ce que c'est la couleur? Est-ce que c'est la température? Est-ce que c'est la forme? Est-ce que c'est... vous voyez, donc vous devez passer par les 5 sens et faire une déduction et voir la raison pour laquelle il refuse telle ou telle nourriture ou tel plat. Et donc, oui, je suis obligée de me ralentir. Non, c'est très bien. Mais c'est merveilleux de pouvoir le voir comme cadeau de la vie aussi. De reconnaître la beauté dans tout ça et dans chaque défi de la vie. Il y a un cadeau, on est d'accord. Ben oui, et puis vivre, on est d'accord, d'avance. Vivre est tellement exigeant. Juste vivre. Hein? Et donc, la vie est exigeante parce que vivre est exigeant et tout ça. Donc, je me dis, oui, c'est sûr qu'on peut ne regarder que tout l'effort qu'on doit mettre juste pour vivre au jour le jour, chaque jour, de se lever, sortir du lit et mettre un pied devant l'autre, c'est énorme, c'est très difficile. Alors, on peut regarder tout cet effort-là ou oublier complètement tous ces pas-là qu'on doit faire et regarder autour.
et dire qu'est-ce qu'il y a de beau aujourd'hui. Et juste se lever, vous savez, j'ai cette chance d'avoir une chambre avec des fenêtres sur le toit. Et donc, juste ouvrir les yeux, la première chose que je vois, c'est quoi? C'est le ciel, c'est la neige, c'est la pluie. Chaque jour, c'est un tableau différent. Et déjà là, on commence la journée. Et en fait, la plupart du temps, je n'en reviens pas d'ouvrir mes yeux sur quelque chose d'aussi extraordinaire chaque matin. Et puis après, oui, il y a les défis. Hein. Tous les jours, il y a des défis. Mais sans défi, attends, on s'ennuie aussi. Et les tableaux alors? Parce qu'il y a pas mal de tableaux ici chez vous. C'est vous qui créez C'est peut-être pour la lenteur. Hein. J'adore le minuscule, le tout petit. Et je sais que je parle énormément. Dans la vraie vie, comme personne, je suis rapide et tout ça. Mais quand j'écris, c'est dans le silence le plus total et j'écris très lentement avec des tout petits mots. Je ne sais pas si vous avez vu un peu le livre, mais il y a beaucoup de pages blanches, ou sinon d'espaces vides. Comme ma tante dit, si on regardait le ratio du prix et le nombre de mots, c'est un vol total envers les lecteurs. Et je vous dirais que les tableaux, c'est la même chose. C'est dans la lenteur, en fait. Je couds, c'est dans le minuscule. Vous voyez ça? Sur chacune des petites fleurs que vous voyez là, il y a une goutte de peinture pour pouvoir garder la fleur. Donc, il faut que je passe beaucoup de temps à juste mettre une petite goutte de peinture sur chacune. Une forme de méditation, finalement. Probablement. Mais vous savez, c'est parce qu'en même temps, j'écoute TED Talks. Et donc, je suis sûre, je vous ai déjà écouté. Voilà. C'est en même temps. Et donc, je fais deux choses en même temps. Je m'instruis et puis je fais quelque chose avec mes mains. Donc, ça me garde tranquille, immobile. Donc, s'il y a un secret pour finir cette interview, ce serait lequel? Que si on applique ça, ben c'est... Non. Si on a... Vie. Oui. Vous savez, il y a un mythe. Je sais que c'est pas vrai, mais c'est pas grave. On aime bien y croire. Quand il y avait des naufrages en mer, la plupart des gens qui en survivaient, c'était ceux qui ne savaient pas nager ou sinon des tout petits bébés. Parce que quand on sait nager, on va essayer de se battre contre le courant, contre la vague, et on essaie de garder la tête en dehors de l'eau. Alors que quand on ne sait pas, on se laisse aller et on flotte. Et donc la vague, très souvent, elle nous ramène jusqu'à une terre quelconque. Selon le mythe. Hein. Et je vous dirais que je pense que je vis comme ça. Parce que je sais déjà que je ne peux pas gagner contre la vie, je ne peux pas gagner contre le courant de la vie, contre ce qui se passe dans la vie. Et du coup, oui, je me laisse aller. Et très souvent, cette vague ou ces mouvements de la vie m'emmènent à des endroits extraordinaires que j'aurais jamais pensé si j'avais à planifier une destination. Je n'aurais même pas la capacité d'imaginer une destination aussi belle. Hein? Quand on est parti en bateau, on ne pouvait pas croire que notre bateau arriverait sur une ancienne plage du Club Med. Vous imaginez? C'est impossible. Si on nous demandait où est-ce que vous voulez arriver, on aurait dit, bon, une terre avec un village quelconque. Mais on n'aurait jamais imaginé une plage d'un ancien Club Med. En plus, le Club Med a déménagé parce que c'est devenu une plage protégée pour les tortues. Vous imaginez? Donc, Et donc, la vie, la même chose, je vous dirais. Jamais j'aurais pensé de pouvoir faire la vie que je fais aujourd'hui. Mais d'une chose après l'autre, on m'a engagée comme avocate, j'y vais. Je fais le mieux que je peux avec ce qui est là et j'essaie toujours d'absorber le plus et d'apprendre le plus que je peux pendant que j'y ai. Et après, la restauration. Ma mère, elle n'en pouvait plus parce que j'ai quand même étudié, j'ai fait 2 diplômes universitaires et tout pour finalement laver la vaisselle. Mais c'est grâce à tous ces jours de vaisselle sale à laver que j'ai rencontré celui qui a apporté mon manuscrit chez un éditeur. Vous imaginez? Donc, c'est impossible de prévoir. Il faut juste y aller avec la vague et être présent là où on est. Je pense que c'est ça le secret, se laisser aller, s'alléger de peut-être l'ignorance. Hein? Il y a une phrase en anglais qui dit « Ignorance is bliss ». Et je crois que c'est ça. C'est une bénédiction de ma part que je sois complètement ignorante de tout. Quoi. Je suis.
Je suis la personne en avant de moi et puis normalement ça marche. Merci Kim pour cette délicieuse interview, vraiment magnifique. Merci, c'est un plaisir. Et je vous embrasse tous, mes délicieux co-créateurs, on vous embrasse du Québec, il y a le soleil, il y a encore de la neige ici, c'est merveilleux. Mais c'est le printemps, on commence là. Ça y est, le mois d'avril a démarré et c'est vrai que les températures commencent à se réchauffer. Vous serez au Salon du Livre de Québec ? Un tout petit peu, juste pour rendre hommage à Dany Laferrière qui a été nommé académicien. Voilà. Merci beaucoup et je vous fais plein de gros bisous à tous, quel que soit l'endroit où vous vivez, où vous êtes en ce moment. Sachez que vous n'êtes pas seuls. Il y a de merveilleuses histoires, il y a de merveilleuses aventures et délicieuses histoires de personnes qui vont au-delà de ce qu'on aurait pu leur prédire. Hein. Mais tout le monde, hein, vous savez, comme celle qui fait les manucures. J'ai découvert qu'elle a une vie fabuleuse. Elle a fui le Vietnam aussi. Elle a été emprisonnée à l'âge de 9 ans, pendant 1 mois. Bon, bref, je peux vous raconter 1000 histoires comme ça. Je suis convaincue que je pourrais interviewer tout le monde sur Terre et chacun a son histoire et sa sagesse. Oui, tout à fait. Donc, parlez à notre voisin. Ouais. Merveilleux. Voilà, la prochaine interview est prévue. Voilà. Plein de gros bisous à vous. Au revoir. Merci.